Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour faire l'audio d'une YTPMV. Je vais le faire sur le logiciel FL Studio. La plupart des choses que je vais vous montrer sont probablement aussi réalisables avec d'autres logiciels de MAO dans le genre. J'ai ajouté des timecodes dès que je passe d'un point à un autre pour que ce soit plus facile de naviguer dans la vidéo. C'est parti! Donc voilà, donc je vais vous proposer une première partie qui est celui du sample. J'ai noté sample plus traitement. Alors, du coup, je me suis créé un petit dossier ici, bien pratique, avec des samples, des projets, des trucs. Puis on va voir on va improviser un petit peu. Alors déjà, ce qui est important, on va faire attention de quel son on va choisir. Si on va choisir une source de qualité, s'il y a du bruit autour dans l'environnement, on va préférer des voyelles longues. Pour notre exemple, je pense qu'on va aller chercher donc, dans le pack Morsaï 2016, qui est disponible encore, il me semble, dans la description de la MMF 2016. C'est un pack cadeau avec plein de trucs dedans. On va essayer deux samples. On va essayer le wow de Morsaï et le voilà ciao. On va garder uniquement le how. Voilà. Donc maintenant qu'on a isolé ce son, on a plusieurs manières de s'en occuper. Ce qui marche la plupart du temps, c'est d'utiliser un plugin d'autotune. Donc ça, on en trouve plein sur internet. Mais je vais montrer d'autres solutions. Notamment dans FL Studio, incorporé directement, on a ici un pitch corrector qui va nous ouvrir Newton, qui est directement inclus dans FL Studio, c'est ça qui est pratique quand même. Et ici, vous voyez qu'on a une petite interface. Donc là, on a un piano à gauche qui correspond à la note à laquelle on est. Et là, on a notre petit sample qu'on peut jouer. Et là, on se rend compte que le logiciel, il a décomposé la variation de la voix de Morsaï. Et on peut remarquer qu'on est à peu près à La. On est sur la note La. Alors je sais plus c'est quoi un La. C'est un A. Voilà, ça correspond à A. Donc c'est sympa parce qu'au final, on a déjà un sample un petit peu en soi. Il pourrait être utilisé directement tel quel. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir peut-être le corriger, l'améliorer, enfin avoir vraiment la tonalité qui correspond. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir tous les ramener là. Ici, on a trois boutons qui permettent de modifier notre son. Center permet d'aligner le pitch des samples sur la grille des notes. Ici, on peut augmenter la variation ou diminuer la variation. Donc pour essayer, on va mettre la variation à 0. Bah concrètement, là, notre sample est déjà prêt à l'emploi. Sauf que c'est vrai que ça fait pas excessivement naturel et c'est un truc que j'aime pas trop faire. J'aime bien garder une légère quand même distorsion dans le son. Donc en utilisant Newton, voilà, on a directement un super sample qu'on peut utiliser dès maintenant. Donc on va venir ici, sur ce petit bouton là, on va pouvoir, en laissant le clic, venir le récupérer, le résultat. Ok, très bien, maintenant je vais vous montrer une autre méthode. On a notre sample ici, on va faire un clic droit et on va le sauvegarder. Si vous n'avez pas FL Studio, je vais vous conseiller d'utiliser Melodyne évidemment. Donc Melodyne est super utile dans plein de cas. Et donc là, on va le voir notamment pour créer un sample. Donc ici, c'est un peu le même concept. Hein. On a les grilles, à gauche, on a les notes. Donc La, Do, Si. Donc on se retrouve aussi en La ici. Et donc on va un peu appliquer le même concept, la même idée que sur Newton. On va faire attention et on va bien s'assurer qu'on est sur l'algorithme mélodique. Les autres, on les verra plus tard, ou pas. Ce qui est pratique dans ce logiciel, c'est qu'on peut utiliser le curseur pour écouter en temps réel. Et donc là, ce qu'on peut tout simplement faire, c'est venir diminuer la modulation de la hauteur. Voilà. Vraiment, il n'y a rien de plus simple en fait. Ici, avec ce bouton-là, on va pouvoir régler la hauteur centrale à 100%. Il vaut mieux qu'on soit en La. On est en La, c'est très bien. Dérive hauteur, on n'a pas trop besoin d'y toucher. Et voilà, on a notre sample. Ensuite, c'est bien, mais par exemple, on a un autre sample un peu plus compliqué, mais on a envie de l'utiliser. On a un beau wouh. Mais en plus, on a du son autour. Donc là, c'est pas sympa. Donc on va voir ce que notre pitch corrector peut faire. Alors là, voilà, forcément, c'est un peu plus compliqué, il y a l'air un peu plus. On va centrer à fond. On va diminuer à mort la variation. On va essayer de venir faire corriger les sons jusqu'ici. Le petit morceau au tout début, c'est pas obligatoire de le changer. Dans mon cas, je vais le garder, mais je vais sûrement pas l'utiliser à la fin. Ok, nous voilà avec le sample pitché. Donc on va récupérer le super sample.
Mais on entend encore beaucoup de bruit de fond et c'est assez désagréable. Donc on va venir ici, dans l'audio editor, on va venir ici faire un clic droit sur le titre. Et ici, vous voyez, on a une petite fenêtre qui s'appelle Sampler, et c'est là où on va lui indiquer la note du sample. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on a un petit bouton autodetect sur la droite, qui permet d'automatiquement trouver la note. Alors ici, vous voyez qu'il nous précise au centième près, mais on va appuyer sur le round pour arrondir la valeur, et puis ça ira comme ça. Si jamais vous n'êtes pas sûr de l'autodetect, vous pouvez toujours lui indiquer la note manuellement, hein, bien sûr. Et ensuite, on accepte. On revient sur l'éditeur et on va appuyer sur ce bouton qui est l'égaliseur. Alors, je vais aborder cet effet un peu plus loin dans la vidéo, donc je vais pas en parler tout de suite. Mais en attendant, je vais vous montrer cette petite option qui permet de filtrer les harmoniques. On va dire normal. Voilà. Je vais agrandir un peu la fenêtre pour qu'on puisse mieux voir. Du coup, on peut tester notre effet et on va faire un petit preview. Donc on entend bien la différence, il nous a filtré pas mal de sons parasites. Donc on peut le faire plus ou moins fort, si on le fait trop fort, bah ça fait plus qu'une note. Si on le fait gros, ça fait un petit peu plus naturel, donc c'est ça qu'on va prendre. On le récupère ici, et on peut écouter la différence avant et après. Donc voilà pour les petites techniques de traitement du sample qu'on utilisera dans la plupart des cas. Première partie terminée, maintenant on va engager une deuxième partie qui est le pitch shifting. Donc notre but, ça va être de faire varier la hauteur du sample pour le faire correspondre à une mélodie ou tout autre instrument. Donc on va utiliser un petit sample qu'on a là, qu'on a traité un petit peu avant. Qu'est-ce qu'on fait de ça du coup? Voilà, c'est la grande question, on est là, on a un sample, on n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Donc la chose la plus simple, on va aller chercher le sampler d'FL Studio de base, qui suffit déjà pas mal. On va venir insérer notre son dans le sampler, et avec mon clavier, je peux jouer les notes. C'est très pratique parce qu'FL Studio interprète notre clavier comme un clavier MIDI. Donc dans notre sampler, on a plusieurs options. Le principal qui va nous intéresser, ça va être le time stretching. On n'a que deux algorithmes qui fonctionnent en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut jouer au clavier et sur le piano roll, le resampling et le stretch. Donc le resampling, lui, il va juste jouer la note plus rapidement ou plus lentement. Alors que le stretch, lui, va garder la durée du sample, mais modifier sa hauteur. Et les autres algorithmes, malheureusement, ne sont pas en temps réel, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les utiliser. On va les voir plus tard, puisqu'ils sont utilisables dans l'arrangement. Bon, voilà pour le time stretching. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler, tiens, du start offset, qui permet de décaler le début du sample. Hop, avec un petit marqueur qui vous indique où ça commence à jouer. Voilà. C'est pratique quand il y a un temps mort au début du sample et qu'on a envie de l'enlever. Ici, on a plusieurs éléments, ils sont pas tous forcément super intéressants. Ici, on peut inverser la polarité, on peut inverser notre sample. On peut aussi normaliser, grossièrement le logiciel va augmenter ou diminuer le volume de votre sample pour que l'amplitude soit pas trop forte ni trop faible. On a aussi un élément assez intéressant, c'est le declicking mode, donc ça permet juste de supprimer le petit clic désagréable au début d'un sample. Là on l'entend bien, du coup je vais mettre l'algorithme générique. Ça permet d'adoucir le début pour éviter que ce soit trop piquant et que ça fasse mal aux oreilles. Voilà pour le premier onglet du sampler, maintenant on va s'intéresser au deuxième. Et là on va aborder un point assez essentiel du sampler, qui est l'enveloppe. Sur un sampler, une note est constituée d'une enveloppe, qui correspond à l'évolution de son amplitude, donc du volume. Ici je vous montre l'enveloppe ADSR avec les 4 composantes les plus couramment utilisées. Lorsque l'on va enclencher notre sample, on rentre dans la phase d'attaque, qui correspond au temps que le son va mettre à atteindre son volume maximal. Ensuite, on a le decay, le temps de déclin avant que le son atteigne sa phase de maintien. Cette phase, c'est le sustain, qui correspond au niveau sonore auquel notre sample va rester tout le long de la note. Et enfin, lorsqu'on va relâcher la note, nous entrons dans le release, le temps de relâchement avant que la note s'éteigne complètement. Donc on va l'activer en appuyant ici, on active l'enveloppe. Ici, on a l'attaque. D'ailleurs, je vous conseille toujours d'en mettre un minuscule chouille, juste histoire d'éviter le clic. Plutôt que d'utiliser la fonction de déclic, vous pouvez le faire directement dans l'enveloppe. Ensuite, on a le hold et le decay. Ici, on peut modifier la tension de l'enveloppe. Voilà. Donc souvent, on va mettre ici à 0 et on met ça comme ça. Avec ces options-là, le volume, il va jamais changer. Et puis cadeau, on a le release à la fin. Et puis pareil que pour l'attaque, essayez toujours d'en laisser un tout petit peu pour éviter le clic, mais cette fois-ci en sortie. Voilà pour l'enveloppe du sampler. Maintenant, on va voir le troisième onglet.
On a des ajustements de niveau, donc la panoramique, le son plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Ici on a le volume. Ici on a une petite fenêtre de polyphonie qui permet de contraindre le sampler de jouer un certain nombre de notes à la fois. Ici si on lui dit que tu peux jouer qu'une note à la fois, ça donne ça. Ici on a un petit bouton mono qui permet de lui indiquer qu'on veut qu'une seule note à la fois, et on a un petit curseur slide qui permet de modifier le temps de transition entre chaque note. Et puis voilà, on a vu le principal à voir avec le sampler. On va pouvoir en voir un autre. Je vous présente Armor. Il n'est pas tout à fait un sampler, c'est plus un synthétiseur. Mais son moteur va pouvoir nous permettre de faire quelques folies. D'ailleurs pour le setup, je vous préconise de choisir le preset par défaut. Alors je sais que ce milliard de fonctionnalités peut laisser perplexe, mais vous inquiétez pas, ici on retrouve l'enveloppe, hein. Mais ici on a un petit onglet images. Et c'est ici qu'on va insérer notre petit sample d'ailleurs. Passage. Hop. Il y en a. Hop. Et le voici ici. Et on peut le jouer comme un piano. Mais si je vous parle d'Armor, c'est juste pour une fonctionnalité très intéressante, c'est qu'on peut travailler avec le sample en temps réel grâce à deux curseurs, un curseur time et un curseur de vitesse. Donc c'est super pratique. C'est un peu difficile à expliquer comment ça marche, mais en tout cas, vous allez voir assez facilement. Alors, une petite chose importante à savoir sur Armor, c'est que la stéréo n'est pas automatiquement prise en compte. Donc pour régler ce problème, attention, il y a deux parties. Une partie A, une partie B. Vous devez mettre le sample dans les deux parties. Vous allez cliquer sur Advance et vous allez cliquer sur Side. Faites attention lorsque vous allez modifier des choses sur ces deux parties-là. Elles sont indépendantes. Donc ce qui est important, c'est de venir cocher ce petit truc un peu caché part link. Ce qui va faire que à chaque fois que vous modifiez quelque chose sur une partie, il va le faire sur l'autre. Voilà pour Armor. Vous pouvez trifouiller les options, vous pouvez chercher un petit peu sur internet si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur ce plugin-là. Alors je tourne ce morceau-là un peu plus tard, mais j'aimerais vous proposer un troisième sampler qui est SliceX. SliceX c'est intégré directement dans FL Studio et il permet d'ajouter des samples sur des notes. Pour vous montrer comment SliceX fonctionne, il va falloir un petit peu de préparation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre sample, on va le sauvegarder et ensuite on ouvre Melodyne. On va ouvrir le fichier qu'on vient d'exporter. Et le but, c'est de créer toutes les notes dont on va avoir besoin. Ici, ce qu'on va faire, on va venir ici, on va faire un copier et on va faire coller. On va faire un CTRL-C, CTRL-V à l'infini, plusieurs fois. Ensuite, on va venir tous les sélectionner. Le but, c'est d'avoir un escalier, donc avoir toutes les notes ici à gauche. Donc on va maintenir la touche CTRL et appuyer sur la touche O une fois, cliquer sur le sample là, O, clic, O, clic, O, clic. On laisse tout le temps CTRL appuyé. On monte, on monte, on monte. Voilà, jusqu'en haut. Donc là, on se rend compte que c'est beaucoup trop aigu. Donc on va venir descendre. Pareil, CTRL, bas, 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 bas. Et je me dis, c'est à peu près bien. On couvre la plupart des notes dont on aura besoin plus tard. Super. Une fois qu'on a fait ça, on va venir exporter, évidemment. Sample escalier. C'est pas plus concret. On revient ici, on va venir dans SliceX. On va venir cliquer sur la petite flèche ici, File, Load Sample. Et on vient récupérer ce qu'on a sorti, le sample escalier. Voilà. Et on va demander à SliceX de couper chaque note. On vient ici, sur cette icône-là, Auto Slice, et prenez essayez les trois pour voir lequel fonctionne le mieux. Donc nous, on va faire le premier, parce qu'on n'a pas besoin d'un auto-slicing très important. Hop. Et ici, il nous a découpé chaque note, et il nous les a assignées au clavier. Du coup, on se retrouve avec un clavier où on peut jouer les différentes notes. Donc dans SliceX, on peut modifier plusieurs éléments. Si on a besoin, notamment, on a envie que tous les marqueurs soient un peu plus loin dans le sample. Ici, on va venir cocher la petite flèche ici, le slide. Et on va venir prendre le premier marqueur et le déplacer. Il va déplacer tous les marqueurs. Vu qu'on a fait CTRL-C, CTRL-V dans Melodyne, tous les marqueurs seront avancés de la même manière à chaque note. Ça permet d'avoir les notes qui correspondent à ce qu'on voudrait. Par contre, ici, il y a un petit cliquetis.
notamment ici. Ça clique au début. Donc on va venir ici. Vous voyez, on a une petite enveloppe, petite flèche ici. On va venir choisir un preset volume ADSR, ce qui correspond à l'enveloppe telle qu'on le connaît. Du coup là, on peut essayer de jouer une note et configurer. Donc on va mettre une très légère attaque. Voilà. Et on peut mettre un peu de release. Partons sur l'arrangement. Maintenant, les techniques pour trouver les notes et les accords. J'ai écrit le rythme, le battement par minute, la grille, détail, machin. Ok. Alors, ce qui est pratique dans un logiciel comme FL Studio, c'est que nous avons des patterns. Et dans un pattern, on a différents éléments et on va pouvoir les utiliser avec un piano roll. Et ça, c'est beau, ça, c'est le plus utile, car c'est là qu'on va ajouter nos notes. Mais tu vas me dire, mais comment on fait pour trouver les notes? Alors la plupart du temps, on peut les repérer de tête, à l'écoute, à l'oreille. En vrai, souvent ça pose pas de problème. Mais il y a quelques petites techniques que je vais essayer de vous montrer qui permettent de nous aider dans ce travail-là. Parce que c'est vrai que c'est pas le plus simple, hein, ni le plus rigolo. Alors pour faire une démonstration de tout ça, on va choisir une musique quand même de base qui va nous permettre d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne du coup. Donc là on a une super belle musique, on est super content. Maintenant il va falloir configurer un petit peu le projet pour qu'il corresponde à votre musique. Le plus simple c'est de double-cliquer sur notre musique, de faire un clic droit et d'arriver sur Detect Tempo. Voilà. En général, c'est le plus simple. Donc là, il me propose 177,006. La plupart des chansons sont arrondies en termes de battements par minute, à part si vraiment le compositeur avait une envie de meurtre. Et on peut aller vérifier en activant le petit métronome. Impeccable. Donc une fois qu'on a notre superbe musique, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter un pattern. On va ajouter le petit pattern ici. Et là, on va pouvoir commencer à jouer. Donc souvent, comme j'ai dit, à l'oreille. Voilà, à l'oreille, en général, la plupart du temps, ça fonctionne. Alors, plusieurs détails sur le piano roll, donc je ne sais pas si vous le connaissez un petit peu. Donc ici, on peut jouer nos notes, on peut en acheter une, on peut les tirer. Avec un clic droit, on peut l'effacer. Voilà, basique. Ici, avec la petite flèche, on va pouvoir aller chercher dans la grille. Snap, ici. Et donc ça correspond à la division à laquelle vous voulez aligner les notes par rapport au battement par minute. Vous pouvez utiliser Alt pour désactiver la grille temporairement, pour pouvoir soigner la précision d'une note. Alors, après évidemment, j'ai pris une musique assez simple où la mélodie est assez facile à trouver. Pour nous aider dans notre tâche, on va pouvoir utiliser par exemple l'audio editor. Par ici, venir ici et vous voyez qu'on a des notes, regardez. Donc voilà, avec le spectrogramme, ça peut vous aider à trouver quelques notes. Pour trouver les notes, vous pouvez vous aider un petit peu, alors dans un certain niveau, hein. Par exemple, il faut aller chercher Melodyne. Là, vous voyez, il nous fait une détection polyphonique, c'est exactement l'algorithme dont on a besoin. Enfin, il va essayer de décomposer le son d'une certaine manière. Donc ici, vous voyez, on a plusieurs notes, et ça peut probablement vous aider à trouver des notes que vous pouvez peut-être trouver très galères. Et donc, vous pouvez chercher quel son correspond. On va essayer de venir noter les notes qu'il donne. Il nous donne un sol, il nous donne un ré, sol, mi, do. Bon bah apparemment ça ressemble à un do mi sol. Donc ça c'est juste un truc qui permet d'aider, hein. Ça va pas faire des miracles, mais ça peut probablement vous aider grandement, surtout pour les accords. Et d'ailleurs, en parlant d'accords, on va s'y intéresser un peu plus. Un accord est constitué de plusieurs notes, dont la note fondamentale. Donc je cite, en harmonie tonale, la note fondamentale est la note de base sur laquelle est construit un accord. Donc ce qui peut être utile, c'est d'utiliser un égaliseur paramétrique. Grâce à cet égaliseur, on va pouvoir mettre un petit passe haut qui va nous permettre d'isoler la base de la musique et ce qui va nous permettre de trouver plus facilement la note fondamentale. Bien sûr, ce ne sera pas toujours le cas, ça dépend de la musique que vous avez choisie. Bon, ensuite, après avoir trouvé cette première note sur laquelle on va pouvoir se baser, on va tenter de récupérer la note la plus aiguë, donc qui est plus facilement identifiable de l'accord.
Voilà, on a 2 notes de l'accord et à partir de ces 2 notes, on va pouvoir reconstruire en général, en trouvant la troisième note ou s'il y a plus éventuellement, c'est un bon courage, hein. Mais, je vais pas aller en détail sur la composition d'un accord. Il y a une petite vidéo que je vais mettre juste en haut à droite, normalement. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment tout ça, ça fonctionne et je pense que ça vous sera très utile. Ça parle un peu d'accords majeurs, accords mineurs, comment le nom qu'on donne aux différentes composantes et peut-être que ça vous aidera beaucoup à trouver ces accords. Souvent dans la musique, on entend très vite, hein, si ça sonne pas bon. Vous voyez l'accord mineur, catastrophe. Accord majeur, ah ça sonne bien. Ici, mais mineur ça sonne pas bien. Ici on ne sait pas, on essaye. Majeur ça sonne pas bien. Mineur ça sonne bien, impeccable. Ici, pour le deuxième accord, on se retrouve dans une situation intéressante parce que vous risquez probablement de la rencontrer assez souvent. C'est le cas où la note fondamentale n'est pas la première note de l'accord. On appelle ça un renversement d'accord. Ici, dans cet exemple, on a l'état fondamental à gauche. Le premier renversement, c'est la note fondamentale qui se trouve une octave au-dessus. Et dans le second, c'est la tierce qui se trouve une octave au-dessus. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des problèmes, vous avez l'impression que la note est trop basse ou trop haute, à explorer différentes manières de jouer l'accord. Bon, voilà pour les accords. Je pense que c'est plus facile d'appréhender cette partie-là lorsqu'on sait comment est constitué un accord, comment il fonctionne. Et puis voilà, j'essaie de vous donner quelques petites astuces pour vous aider dans ce processus. Donc voilà, sinon, si je peux vous conseiller quelques sites internet, par exemple, vous avez ScaleSchord qui permet de trouver des accords, tout simplement. Sinon, vous avez également lalal.ai qui est une intelligence artificielle qui permet d'essayer de diviser les différentes pistes d'une musique. Mais encore une fois, c'est une aide qui peut toujours être très pratique. Alors, pour continuer dans l'arrangement, je vais parler de quelques cas spéciaux. Dans notre cas, par exemple, on a une musique qui est quand même plutôt connue et pas mal utilisée. Donc, ce qui est intéressant dans ce genre de cas, c'est d'aller chercher des MIDI de votre musique. Ou des fois, on peut juste avoir des morceaux comme ça joués avec Synthesia à l'ancienne, quoi, j'ai envie de vous dire. J'ai récupéré un MIDI, donc je vais vous montrer comment on utilise un MIDI, parce que c'est quand même bien pratique. Sur FL Studio, on importe un MIDI de cette manière-là, donc on va prendre toutes les tracks, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. On accepte, et voilà ce que ça donne. Donc c'est un MIDI vraiment pas ouf, parce que toutes les pistes ont fusionné, en fait, donc c'est pas très pratique. Donc là, voilà, typiquement, ici, on peut récupérer la mélodie. Ou le plus simple, on récupère les accords. Avec le curseur, vous maintenez CTRL pour sélectionner les notes. Ici, là, c'est les accords du MIDI. Ici, c'est mes accords que j'avais trouvés. Donc là, on voit que j'étais quand même pas mal du tout. Et vous inquiétez pas pour les notes en bas, c'est juste la note fondamentale qui a été dupliquée avec une octave en dessous. Et sinon, il y a un autre cas de figure également, c'est avec mode archive. Dans le cas où votre musique est un module, bah c'est encore plus simple, hein. Vous allez chercher par exemple Close Encounter. Vous pouvez venir le télécharger. Et pour modifier ce fichier, on va avoir besoin de OpenMPT. Il y a plusieurs logiciels qui permettent d'ouvrir ces fichiers-là, de les modifier, tout ça. Mais le OpenMPT, l'avantage, c'est que c'est un tracker qui est libre et gratuit. J'ai même pas fait la mise à jour du 5 décembre, c'est très très grave. Avec ce logiciel, on va venir importer notre beau fichier. On va venir dans Pattern. Et ici, on va pouvoir jouer. On a deux choses qu'on peut faire grâce à ce genre de fichier. On peut éventuellement exporter dans un fichier MIDI. C'est ce qu'on va faire. Ok, voilà. Mais on peut également exporter chaque channel dans un fichier différent. On va enregistrer. Voilà. Donc on peut utiliser le fichier MIDI, du coup, qui nous a converti. Donc évidemment, ça sonne pas bon du tout, c'est normal. Mais vous pouvez venir retrouver si on a les accords. Ce genre de pistes-là, typiquement, ce ne sont pas des notes, ce sont souvent des percussions. Ici, on retrouve la basse, il me semble. Sinon, ce qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, l'export piste par piste. On va tous venir les importer. Et voilà. L'avantage, c'est qu'on va retrouver les instruments tels qu'ils sont.
va rentrer dans un nouveau chapitre de ce tutoriel qui est le sentence mixing, où on va prendre des phrases et on va les détourner, les faire chanter sur une mélodie et sur un rythme. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul composant, mais il y en a deux. Alors ce qui est important dans le sentence mixing, c'est la préparation. La première chose à faire, déjà de base, c'est de retrouver les notes, puisque ça va être notre point de repère. Et donc cette piste va nous permettre de retrouver les deux composantes, le rythme et les notes. Notre sentence mixing, on va le faire jouer uniquement par rapport à la mélodie du haut. Et ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, il faut qu'une phrase termine sur une bonne note. Il faut qu'on trouve une phrase qui correspond entre les syllabes et le nombre de notes. Donc là, on va se dire, il faut que ici, ça se termine bien. Donc il faut qu'on trouve une phrase, ou deux, voire trois, ou carrément on les crée nous-mêmes. Donc ici, on a combien de notes? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous faut donc 9 syllabes. Je pèse ta mère, fils de pute, crie en cours. Je pèse ta mère, fils de pute, crie en cours. Donc on pense bien à décomposer notre phrase. On va identifier les consonnes courtes, qui nous poseront pas trop de soucis, mais qui pourront disparaître si on ne les entend pas assez. On identifie les consonnes longues, qui elles ont besoin d'un temps assez important, pressé dans la voyelle concernée, qu'on aura besoin de conserver pour garder la clarté de la phrase. Et puis on identifie les sons restants, qu'on ne devra pas oublier non plus, pour les garder en forme. L'idée, c'est de garder un équilibre et de s'assurer que le rythme ne soit pas trop rapide pour tous les sons qui vont devoir se succéder. C'est super important. Donc ici, on va prendre cette partition-là en capture d'écran en prenant bien les notes à gauche qui vont nous permettre de nous aider. On va sur Melodyne. Premier réflexe, on va lui dire que le tempo, c'est 180. C'est celui qu'on a trouvé. Dans notre cas, 180. On va importer là. Et on a notre fichier dans Melodyne tout cru. Et donc, le premier gros conseil que je vais vous donner, ça va être de travailler surtout avec les voyelles et éviter les consonnes. Éviter de les étirer ou de les pitcher. Souvent, on entend des consonnes qui sont distordues et c'est vraiment le truc le plus à éviter possible. Les consonnes ne bougent pas. Du coup, on va découper notre phrase. On va la découper, donc on va prendre l'outil ciseau. Il est ici, je crois. Outil séparation. Et on va venir double-cliquer aux endroits où ça correspond à des consonnes et des voyelles. Melodyne nous aide, hein, vous voyez, c'est un petit peu rayé là où ça correspond à des consonnes. Voilà, on va venir découper. Voilà, ici ça correspond au S. Le T est pas trop prononcé, du coup c'est pas nécessaire de le découper. Le R, on va venir le couper. On va essayer de venir récupérer le S ici. 2. Ici, la consonne ne s'entend à peine, donc je pense pas que ce sera très très grave. Et c'est là où notre outil capture d'écran il va nous servir. Là, on a les notes qui correspondent et on a le rythme. Donc je vais d'abord réaliser le rythme, puis les notes. Essayez de déformer le moins possible. Donc souvent, c'est de prendre des sélections pour que les consonnes restent à peu près identiques à l'original. Et c'est uniquement les voyelles, vous voyez, que le logiciel va agrandir ou réduire. D'ailleurs, je vais quand même couper ici pour bien récolter la note et la modifier, que quand je l'étire, ce sera pas trop sale. Voilà. Et l'idée, tout le long, ça va être d'essayer de trouver un équilibre pour pas que ça sonne complètement dégueulasse. Je pèse ta mère, fils de pute. A priori, comme ça à l'oreille. Je pèse ta mère, fils de pute. A priori, comme ça à l'oreille, ça passe. On peut essayer avec le métronome qui permet de se dire est-ce que c'est en rythme ou pas. Je pèse ta mère, fils de pute. C'est en rythme, donc on n'a pas de problème. Donc maintenant qu'on a le rythme, on va pouvoir venir mettre les bonnes notes. Là, je sais que c'est un si bémol. Donc on va monter les notes. Ici, on va le réduire au mi bémol. Ici, c'est fa. Là, on remonte à si bémol. Donc là, ça sonne à peu près, on est aux bonnes notes, mais en fait, ça sonne dégueulasse encore. On va venir corriger la hauteur centrale, inclure note modifiée manuellement. Comme ça, on est sûr que tout est bien centré.
J'aimerais que les notes sonnent pas faux. Donc on va venir corriger la modulation de la hauteur. Maintenant qu'on a nos notes, on va venir corriger, vous voyez, cette courbe qui correspond à la vraie note, au vrai pitch. Ici, vous pouvez augmenter la variation ou au contraire la réduire. Ici, vous avez le pourcentage correspondant à votre modification. C'est une modulation de hauteur. Hop. C'est pas très naturel, donc je vais laisser un petit peu de modification. Mais bon. Voilà. Ça me convient. Donc on va l'exporter. Donc on arrive ici, exporter en Wave. Donc on retrouve notre résultat. Voilà, donc on va faire pareil avec Clignancourt. On importe l'audio, Clignancourt, voilà. Voilà, c'est un peu compliqué évidemment si une source est un peu de mauvaise qualité, avec des consonnes pas ouf. Bah on n'y peut rien. Hein. Ok, donc ça c'est pour le sentence mixing sur Melodyne. C'est quasi toujours de cette manière-là que je le fais, c'est le plus efficace, c'est le plus simple. Sinon, si vous avez un petit peu la flemme, ou dans certains cas, vous pouvez le faire directement sur FL Studio. Alors comme sur Melodyne, il faut venir tout prédécouper. Je vais venir à chacun d'entre eux, venir sur la petite icône ici, et les rendre uniques. Chacun d'entre eux. Et on va venir pitch shifter en fait directement sur FL Studio, avec notamment différents algorithmes ici qu'on va pouvoir récupérer. Et vous voyez que c'est un peu plus approximatif. Mais on peut également venir le modifier en monophonique. On retrouve plus quelque chose comme on peut retrouver sur Melodyne. Là, on va venir cocher stretch ici, et on va pouvoir venir stretch nos différents sons. Vous pouvez le réaliser directement sur FL Studio, c'est sûr que c'est moins précis par contre. En fait, ça dépend tout simplement de ce dont vous avez besoin. Des fois, ça m'arrive de mélanger les deux. Bon ben voilà qui conclut le chapitre sur le sentence mixing. Je vous propose de passer à une nouvelle partie de ce tutoriel qui va concerner un ensemble. Donc on va parler de mixage, on va parler des effets, on va parler de dynamique de son. C'est une partie assez créative, qui est assez libre. Je vais vous donner quelques outils qu'on utilise plutôt régulièrement et qui pourraient probablement vous intéresser. On va reprendre l'ancien projet, enfin le premier projet que j'ai réalisé avec vous, celui-ci. Et du coup, on va appliquer des effets sur ce sample. N'oubliez pas d'attribuer une piste de mixage à votre sample. Ce que je vous propose de voir en premier, ça va être l'égaliseur. On a deux axes, un axe correspondant à la fréquence, en Hertz, et le deuxième axe qui correspond à l'amplitude. Pour synthétiser, ici on va avoir on a une ligne, et on va pouvoir ajouter des points, ou selon l'égaliseur, ça peut être des paramètres déjà prédéfinis, mais dans notre cas, on est sur le FabFilter ProQ. On peut ajouter des points qui nous permettent d'amplifier des fréquences, ou au contraire, les diminuer, de manière plus ou moins serrée. Et donc plus concrètement, l'égaliseur va nous permettre de filtrer les fréquences comme on en a envie. Donc ici, vous voyez, là, toute la partie gauche, il n'y a absolument rien. Ici, ça correspond aux fréquences basses, voire infrabasses. Ici, il y en a beaucoup, donc dans les médiums. Et au fur et à mesure, ça diminue vers la fréquence aiguë. Je vais essayer de bouger un petit peu tout ça, et essayer d'avoir peut-être un résultat qui me convient mieux. Ici, on peut se faire plaisir, on peut augmenter les fréquences aiguës. Pas trop pour éviter de faire mal aux oreilles. Ici, quitte à ce qu'il n'y ait pas de fréquences basses, autant les éliminer définitivement. Ça permet de nettoyer un peu les fréquences parasites. Alors l'équivalent sur FL Studio, si vous n'avez pas ce plugin là, il est ici. C'est le paramétrique EQ2. Voilà, donc ça fait le même travail. Mais vous voyez ici la différence, c'est qu'on ne peut pas ajouter un nombre indéfini de points. On n'a que 7 bandes que l'on peut configurer individuellement. Voilà.
Ensuite, l'effet que je vous propose de voir, c'est le delay. Le delay, donc c'est une chambre d'écho. Ici, on a le delay time, donc le temps d'intervalle entre chaque écho. Vous avez différents modèles, stéréo, ping-pong. Un ping-pong permet par exemple de le faire aller à gauche puis à droite. Ici, vous configurez le niveau d'écho. Donc plus il est élevé, plus l'écho va rester longtemps. Plus il est faible, moins il va rester. On peut configurer un petit filtre sur le feedback également. Et plein d'autres fonctionnalités selon le delay que vous allez utiliser. Voilà. Ici, dans la plupart des effets, vous aurez le signal post-traitement ou avant traitement. Donc ici, si on n'output rien du tout, on n'a pas de son. Si on met le son brut, il nous sort uniquement le signal d'entrée. Si on met uniquement le son post-traité, dans ce cas, on n'aura que la chambre d'écho. Donc ça permet pour vous de configurer correctement, trouver l'équilibre qui vous convient. Pour le troisième effet, je vous propose la réverbération. Je vais utiliser Ambiance, qui est un plugin gratuit d'ailleurs. Vous avez quelques options intéressantes, vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à toutes. Le principal, ça va être le temps, la durée de la réverbération. Vous avez un pré-délai aussi. Ici, on a un petit coupe-bas et un coupe-haut qui permet de diminuer la réverbération dans les graves ou dans les aigus. Ensuite, un nouvel effet un peu différent. On va voir le flanger. Le flanger, je vais pas aller dans les détails, on n'a pas forcément besoin, je pense que c'est plus intéressant de l'étudier à l'écoute. Mais c'est un effet qui va additionner le signal d'origine avec un léger retard. Voilà pour le flanger. On a aussi un effet un peu comparable qui est le flangus. Le flangus. Flangus. Amogus. Voilà, qui fait un effet dans le même genre. Ensuite, on a un autre petit effet. Bon, lui, c'est un petit, mais il est toujours sympa. C'est le Stereo Enhancer. Lui, il va permettre d'appliquer un retard entre le son à gauche et le son à droite. Voilà, voilà. Ensuite, on va voir un effet plutôt de dynamique. On va voir le compresseur. Alors, comme l'indique un compresseur va compresser le son et on peut configurer la manière dans laquelle il va le faire. À droite, on reconnaît l'axe de l'amplitude du signal. Et nous, de notre côté, on va pouvoir utiliser quelques fonctionnalités, notamment le threshold. Vous voyez ici, on a le signal d'entrée. Et je vais pousser volontairement le compresseur pour montrer ce que ça fait. Vous voyez ici, ça vient complètement écraser le son. Ça peut être très pratique, par exemple, dans le cas d'un sentence mixing, où l'amplitude du son est beaucoup trop variable, ce qui va permettre de le rendre intelligible à tout moment. Et puis on va avoir un autre effet de dynamique, qui est celui du limiteur. Un limiteur va empêcher notre signal de saturer ou d'avoir une valeur trop élevée. Ici, c'est pas le cas, mais je vais pousser volontairement le volume. Vous voyez ici, c'est beaucoup trop fort. En violet, on a l'entrée et en blanc, on a la sortie. Vous voyez, il vient corriger le volume pour le réadapter pour éviter qu'il dépasse. Parce que si on ne met pas de limiteur, on désactive l'enveloppe, on se retrouve avec une saturation monstrueuse. Voilà, je pense que c'est tout pour les effets, en tout cas principaux qu'on va souvent rencontrer. Là, j'ai gardé quelques effets pour montrer un peu du coup ce que ça donne rendu finalement dans l'ensemble. Ouais, ça donne une direction complètement différente au sample de base. Ensuite, je vais vous montrer un effet qui s'appelle Vocodex, qui est un vocodeur qui est directement inclus dans FL Studio. On va partir du sentence mixing qu'on a fait précédemment. Sauf qu'on va lui appliquer l'effet. Bien sûr, par défaut, c'est pas extraordinaire, mais on va le configurer. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple de démarrer d'un preset pour vous donner une idée de ce que ça peut donner.
Voilà. Et en bas, il y a un petit clavier qui permet d'assigner des accords au vocodeur. Sauf que malheureusement, on ne peut pas automatiser les notes ici. Du coup, on va devoir mettre un petit système en place. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un oscillateur, et dessus, on va jouer les notes qu'on a envie d'envoyer au vocodeur. Ensuite, cet oscillateur, on va l'envoyer vers une piste de mixage, qu'on va envoyer en sidechain vers la piste de mixage du sentence mixing, là, du coup, où on a l'effet du vocodeur. Et du coup, dans le vocodeur, on indiquera de prendre en considération la piste en sidechain. Pour ça, on va utiliser le triple oscillateur de base d'FL Studio. On va enlever le second et le troisième pour n'en garder qu'un. Et puis on va le mettre en mode saw. Alors c'est giga fort, je vais le baisser un peu. Du coup, je configure les notes de l'oscillateur. Donc je veux que le vocodeur suive la mélodie. Je lui donne une piste de mixage. Et on va venir tout en bas à gauche, dans le master, diminuer le son. Pour ne pas envoyer le signal de cette piste-là vers le master. Donc quand on joue, le son ne sort plus. En sélectionnant bien la piste, on va venir en bas à droite rechercher notre piste avec le vocodex. Sur la petite flèche, faire un clic droit et appliquer un sidechain to this track. Ensuite, on revient dans le vocodex et ici, on vient appliquer le 1 qui correspond du coup à la piste qu'on a donnée tout à l'heure. Et ça fonctionne. On peut configurer le vocodex de plusieurs manières, bien sûr. Voilà pour l'essentiel du vocodex. Voilà, nous avons vu ensemble la majeure partie de ce dont on a besoin pour faire un super audio. Maintenant, on va explorer d'autres fonctionnalités et d'autres notions intéressantes, un petit peu éparpillées, mais qui peut aussi vous servir si vous avez envie d'aller un peu plus loin. D'abord, j'ai envie de vous présenter un petit logiciel. Ce logiciel, c'est Isotope RX9. Il se dit un éditeur audio, mais en gros, c'est un logiciel qui va permettre de faire de la restauration de son. Et il va vous permettre d'appliquer plusieurs algorithmes qui ont été travaillés. Par exemple, ici, d'essayer de diminuer les plosives, la réverbération, le vent, d'isoler la voix. Donc je vais vous montrer directement en prenant un petit fichier. Pour mon exemple, je vais prendre message internet de Marseille, où c'est bien dégueulasse en qualité. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu de quoi c'est capable. Cliquez sur mes clips, bande de fils de pute. Donc ici, on a deux trucs qui s'affichent en même temps. Le spectre audio et le spectrogramme. On peut en afficher plus ou moins un plutôt que l'autre. Bon. J'aime bien utiliser les deux, ça me permet de mieux voir ce que je fais. Donc par exemple, on va sélectionner un extrait. Cliquez chez Louskov, bande d'enculés, sucez-moi la bite. Vous voyez, derrière, il y a beaucoup de sons environnants, de bruit de fond, plein de trucs qu'on a envie d'enlever. Donc ce que je vous propose avec ce logiciel, c'est d'aller chercher, par exemple, le Dialogue Isolate. Cet algorithme va essayer de récupérer le dialogue de la source, tout en essayant de garder au mieux le détail de la voix. Donc là, on va essayer avec les paramètres de base. Cliquez chez Louskov, bande d'enculés, sucez-moi la bite. Cliquez, bande de salopes. Vous voyez, rien que comme ça, c'est déjà pas mal du tout. Je vais essayer de diminuer la sensibilité pour voir ce que ça donne. Cliquez chez Louskov, bande d'enculés, sucez-moi la bite. Là, c'est un peu plus fort. Cliquez, bande de salopes, laissez des commentaires. Bien sûr, c'est à vous de voir le résultat qui vous convient le mieux, hein, bien sûr. Donc du coup, on peut faire un rendu. Et après, on retrouve notre rendu ici. Cliquez chez Louskov, bande d'enculés. Voilà, on peut l'utiliser dans ce genre de situation. On peut aussi faire de la reconstruction spectrale, comme ils disent. En gros, ici, par exemple, on va lui dire que les fréquences aiguës, dans cette vidéo, elles s'arrêtent à peu près ici. On va lui dire d'essayer de retrouver des fréquences aiguës. Bon, des fois, ça marche plus ou moins bien, hein. Cliquez chez Louskov, bande d'enculés, sucez-moi la bite. Si vous êtes curieux d'aller voir un peu plus des fonctionnalités de ce logiciel, n'hésitez pas à explorer la documentation sur internet. Ensuite, j'ai envie de revenir avec vous sur le sampler pour voir quelques éléments sympas. Déjà, le root note. Ici, c'est pour configurer en fait la note de référence sur laquelle FL Studio va se baser pour dire que telle note est un Do, telle note est un Sol, un La, un Mi. Si on se rappelle que notre sample, c'est un La, du coup, avec notre clic droit, on peut sélectionner une note, vous voyez, qui va modifier tout l'ensemble de la gamme en fait. Et donc, on va mettre un La sur cette note-là. Et du coup, comme ça, on est sûr que les notes correspondent bien. Un Do est un Do. Voilà. Je vais vous montrer l'effet de detune aussi. J'avais pas parlé de ça, Eco Delay. Et bien, on peut faire un petit effet de detune. Hop.
faire sonner un petit peu faux. Donc de base, il nous met un petit peu de feedback. Par contre, il modifie la panoramique. Et c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt le pitch. Vous voyez comment ça fonctionne. Je vais mettre qu'un écho. Je vais mettre le pitch très légèrement modifié. Vous voyez, ça fait un drôle d'effet. 100. C'est un effet qu'on retrouve régulièrement dans les MV, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous avez envie de faire un truc comme ça, on peut le faire ici. Ensuite, je vais vous parler de l'arpège. Ici, en général, on ne l'utilise pas parce qu'on fait directement les notes ici. Hein. S'il y a des arpèges, on les fait manuellement. Sinon, on va galérer. Mais j'ai envie de vous le montrer quand même. Ici, on peut modifier le type d'arpège. Donc là, on va le mettre vers le haut avec un range de 2. Voilà. Et ça peut être pratique, par exemple, avec le slide. Voilà. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre des accords. Un accord majeur, par exemple. C'est un téléphone, le truc, en fait. Et on peut changer les accords aussi. Voilà, là, il y a plein d'accords. Hein. Tout ce bordel, là, c'est pas forcément les accords qui vous attendront à la fin. Enfin, j'espère pour vous, hein, parce que sinon, ça va être la galère. Bon, voilà pour l'arpège. Ensuite, on a l'enveloppe. On va retourner ici. Il y a plein de petits onglets ici qui peuvent être intéressants ou pas du tout. On peut s'en battre les couilles. Pour vous montrer, je vais vous expliquer un peu le LFO. Le LFO, c'est le Low Frequency... quelque chose, je sais pas. Attends, Low Frequency Oscillator, voilà. Low Frequency Oscillator. Donc le LFO, il va nous permettre de faire une modulation du signal sur un peu tout ce qu'on veut. Avec une certaine fréquence, une certaine amplitude. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Par exemple, on va jouer sur... ouais, c'est pas forcément le plus évident, lui, on va plutôt jouer sur le pitch. AMT ici, c'est amount, c'est la quantité de signal. Vous voyez que plus ou moins, c'est plus ou moins élevé. Donc je vais jouer la note en même temps que je modifie les paramètres pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond. Voilà, donc c'est un peu comme dans une enveloppe, on a un pré-délai, une attaque, on va nous mettre plus ou moins loin. Ici, ça peut être intéressant pour provoquer un petit effet de vibrato vers la fin de la note. Plutôt que la note soit toute plate, tu peux donner un effet intéressant. Voilà pour le LFO, le petit LFO du sampler. Ensuite, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez différent. Là, on va parler plutôt en termes d'arrangement. Donc sur cette fenêtre ici, dans ce genre de logiciel, on peut utiliser ce qu'on appelle les automations. Les automations, ce sont des changements de paramètres qu'on peut programmer dans le temps. Donc ça veut dire qu'on peut modifier n'importe quel paramètre et plutôt que le faire manuellement ou de devoir l'enregistrer, on peut directement le modifier sur une piste. Donc on va faire au plus simple. Là, on a notre petit potard de volume. On va venir faire un clic droit dessus. On va pouvoir créer un clip d'automation. Paf. Il nous l'a créé ici. On a des points. Avec un clic droit, on peut créer un point. Le modifier dans le temps. On peut modifier la valeur. On peut modifier la transition, plus ou moins rapide, plus ou moins lent, comme une courbe. Donc, par exemple, j'ai envie que le volume descende. Je crée un point à cette mesure-là. Je diminue. J'en fais un plus tard. À peu près à la même valeur. Et ça marche. On peut le faire différemment, bien sûr, on peut faire des modes. On a le mode hold, par exemple, qui va tenir la valeur 0 tout le long, jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau point. Voilà, c'est pratique. Pas de son, et d'un coup, hop, ça revient. On peut entrer directement des valeurs, ici. Donc si j'ai envie de mettre la moitié, je mets un 0,5. Il me met à la moitié. Si j'ai envie de retrouver la même valeur qu'au début, je peux faire un clic droit et venir copier la valeur, et faire coller. Voilà. Et donc, on peut le faire avec plusieurs éléments. Je vais essayer d'aller chercher autre part. Par exemple, un effet. Par exemple, j'ai envie que, dans cette reverb, je modifie cette valeur-là. Là, c'est un peu compliqué parce que si je fais clic droit, il ne se passe rien. On va aller en haut à gauche sur la petite flèche. Et on va venir chercher Browse Parameters. En cliquant dessus, à gauche, dans notre browser, on va pouvoir traverser tous les paramètres du plugin. On a tout ce qui nous intéresse. Toutes les valeurs ici qu'on peut modifier, on les a là, notamment le white gain. Et vous voyez qu'ici, on peut modifier la valeur. Et donc, on peut venir faire un clic droit et créer un clip d'automation.
Donc on peut augmenter la reverb ou la diminuer comme on en a envie. On n'a pas du tout. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Voilà, vous comprenez l'idée. Et éventuellement, si vous voulez faire plus rapidement, par exemple, j'ai mon delay ici. Vous manipulez le contrôle dont vous avez besoin. Ensuite, vous venez dans Tools, Last Tweaked, et vous pouvez créer un clip d'automation puisque FL Studio a retenu le dernier contrôle que vous avez modifié. C'est toujours le même fonctionnement, on a juste plusieurs manières de le faire. Vous pouvez d'ailleurs, tiens, je vais montrer directement avec le sampler SliceX. J'ai pas parlé de tous les paramètres de ce truc. Ici, on a un curseur de pitch, donc en jouant le morceau, vous pouvez augmenter ou diminuer. J'ai créé une mélodie qui n'a rien à voir. On va venir ici, on va faire un clic droit, hop, on crée un clip d'automation. Voilà, on peut faire des petits slides de pitch. Voilà pour les clips d'automation, vous pouvez l'utiliser avec tout et n'importe quoi et c'est très très pratique. De quoi allons nous parler maintenant après de l'automation? Ah oui, une petite fonctionnalité un peu planquée et assez spécifique, vous pouvez peut-être le rencontrer, c'est l'effet de swing, ici. Je fais ça vite fait pour l'exemple, pour vous montrer ce que ça fait. Après, maintenant, on va parler des effets. On va se marrer, tiens. Je vais vous parler d'autres effets, du coup. J'ai recherché le projet. Donc on a notre sample, on n'arrête pas de l'entendre depuis 30 milliards d'années, en fait. Tiens, petit raccourci. Si vous voulez modifier l'ordre de vos effets, avec votre roulette de souris, vous pouvez modifier l'ordre des effets. Alors, je vais parler vite fait du filtre, qui permet de filtrer donc des fréquences à partir d'un point de référence. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut couper toutes les fréquences aiguës ou les fréquences supérieures, ou bien garder une bande de fréquences. Si on diminue, vous entendez qu'on coupe les fréquences supérieures. Vous pouvez augmenter la résonance. On peut le faire avec un high pass aussi. Lui, c'est à l'envers qu'il faut le prendre, du coup on commence du début. Il est disparu. Voilà pour le filtre. Ensuite, j'ai envie de vous parler du DSR. Le DSR, par contre, je vais pas pouvoir vous en parler dans ce projet-là. En gros, le DSR, il va permettre de diminuer les sifflantes des fréquences qui sont assez agressives avec certaines consonnes, notamment le S, d'où DSR au final. Hein. Dans la même gamme que FabFilter, on a le DS. Voilà. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut venir modifier l'intervalle sur lequel il va appliquer ce DSR. On peut faire en mode audition, pour écouter les fréquences qu'il utilise. Ensuite ici, avec le threshold, on va pouvoir modifier et lui faire appliquer plus ou moins fort ce DSR. Vous voyez, notre but, c'est pas de complètement tout détruire. On va essayer de garder un équilibre pour que ce soit intelligible, mais sans que ça nous détruise les oreilles. Avec. Ensuite, un troisième petit effet que je vais vous montrer, c'est Effector. Alors ça, je sais pas si on peut le retrouver ailleurs, mais c'est propre à FL Studio. Et là, c'est une petite bibliothèque de 12 effets, voilà, qu'on peut modifier. Alors ici, c'est un effet de distorsion. On peut modifier les valeurs ici. Une reverb. Voilà pour les petits effets que j'avais envie de vous montrer. Tout à l'heure, on avait parlé de clips d'automation. En fait, j'ai envie de lier d'autres contrôleurs, j'ai pas envie de recréer le même graphique à chaque fois pour tous les contrôleurs que je veux. Par exemple, j'ai envie de le faire avec le gain de la musique, par exemple. Ici, j'arrive, je veux que ce soit la même valeur qu'ici. Donc on va venir faire un clic droit, mais plutôt que de créer un clip d'automation, on va lui demander de créer un lien. Ici, on a une fenêtre de contrôle. Ici, c'est une fenêtre pour parler du MIDI.
Donc ça, on n'en a pas besoin, on va le fermer. Ici, on va avoir un petit menu déroulant, où ici, on a Automation Clips. Tous les clips viendront ici. Toutes les valeurs que vous pourrez récupérer seront ici. J'accepte, et on va voir que ça suit bien mon clip d'automation. Ensuite, on a d'autres trucs pratiques associés à ce Link to Controller. Notamment, on peut modifier la formule. En gros, on va appliquer un calcul sur la valeur associée. Ici, dans mon exemple, j'ai envie d'inverser la valeur. Donc, je vais venir sur la petite flèche ici. Et il y a déjà plusieurs petites formules qui vous permettent d'aller plus vite. Donc, ici, on peut faire en inversé. On accepte et on écoute. Ça marche très bien. Vous pouvez toujours revenir à défaut, voilà. Et vous pouvez vous-même faire des calculs. Par exemple, j'ai envie que les valeurs soient divisées par 2. Je fais /2. J'ai divisé par 2 la valeur. À gauche, vous avez un petit aperçu. Ici, c'est 0, ici, c'est 1. Vous acceptez. Et en fait, il va faire 2 fois moins la valeur. Vous voyez. Voilà pour le Link to Controller. Maintenant qu'on a vu le Link to Controller, je vais pouvoir vous montrer qu'on peut l'attacher, pas seulement à des clips d'automation, mais aussi à d'autres choses. Je vais créer l'effet Fruity Peak Controller. Donc dans le Fruity Peak Controller, il va nous sortir une valeur ici en bas à droite. Vous verrez que la valeur va de 0 à 1. C'est comme dans le clip d'automation, c'est entre 0 et 1. Et dans notre cas par exemple, il va nous créer une valeur en fonction du signal d'entrée. On peut le modifier, on peut le rendre plus ou moins fort. Créer une tension. On peut créer une base aussi, pour que la valeur commence à partir d'une valeur de référence. Voilà, ça nous permet de créer une valeur qu'on va pouvoir link à un contrôleur. Par exemple, alors c'est très débile, mais j'ai envie que le pitch ici, il soit contrôlé par rapport au volume. Alors, ça n'a aucun sens, je vois pas pourquoi je ferais ça. Je viens ici en internal controller, ici vous voyez, il y a 3 éléments. Je pense que c'est assez évident si vous lisez. On peut soit sélectionner le pic, soit sélectionner le LFO. Le LFO, je vais vous le montrer après. Donc on va prendre le pic uniquement, l'accepter. Du coup, il va faire un effet très très bizarre. Plus c'est fort, plus le pitch se modifie. Voilà, donc c'est très bizarre, ça n'a aucun sens, mais ça peut être très pratique. Par exemple, une fonctionnalité dans laquelle on va beaucoup plus l'utiliser. Ici, par exemple, j'ai un coup de feu. Et je veux que le volume diminue par rapport à ce coup de feu. Bon bah je pourrais faire comme ça. Le faire manuellement. Mais le gros problème en fait que j'ai, c'est que j'ai plusieurs coups de feu. Mais je vais pas faire manuellement, aller ajouter chaque point un par un, ça n'a pas de sens. Donc nous, on va créer un signal à partir du coup de feu. On va venir ici, coup de feu, on va lui mettre une piste de mixage. On arrive ici, on fait un pic controller. Et donc on va le créer. Vous voyez ici, il nous crée un petit signal. Super, c'est parfait. On a le signal, on a rien touché, pas besoin. On vient ici, et j'ai envie de couper le volume. Je vais couper d'ailleurs ici, dans la piste de mixage, l'ensemble, Link to Controller. Et je viens prendre, attention, prenez le bon. Vous pouvez lire ici. Là, c'est un pic controller qui appartient à la mélodie. Ici, c'est le pic controller qui appartient au coup de feu. Donc on va chercher le coup de feu, pic. Et on va venir faire accepter. Mais on va se rendre compte d'un petit souci. Donc on vient inverser la valeur. Et à chaque fois, le sampler va diminuer à chaque coup de feu. Et tout ça de manière complètement automatisée. Du coup, je ne sais pas montrer le LFO, mais c'est comme quand je vous ai montré dans le sampler, il fonctionne pareil. Vous voyez ici. Sauf que c'est encore plus rigolo parce que vous voyez la valeur en temps réel. On peut modifier la base. Voilà, à peu près ici, vous avez une volume. On peut créer une petite tension dans la courbe. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, on peut modifier la forme aussi. On peut faire des valeurs aléatoires également. On modifie la vitesse. En fait, ça nous permet de créer une variable, tout simplement. Une variable sur laquelle on va pouvoir lier un contrôleur. Par exemple, on va le montrer avec un panoramique, tiens. On prend la panoramique, on prend le LFO uniquement cette fois-ci, attention, en input. Plus ou moins fort, on peut le faire en random du coup aussi. Et puis voilà pour le LFO. Avant de passer à un gros morceau, j'ai envie de vous parler de la fenêtre de mixage ici.
Je vais organiser un peu tout ce bazar. On a la musique, bon bah on va rename, BGM. Je vais mettre la valeur en rouge. Il me dit rouge, c'est la musique, je le vois bien, c'est parfait. Alors le rouge est un peu trop fort par contre. Voilà. Ici on a notre mélodie, bon bah je l'ai déjà fait. Vous pouvez au passage déplacer les pistes en maintenant le bouton Maj de votre clavier et en mettant la roulette de souris. On peut également, alors j'ai l'habitude de mettre cet affichage là, mais on peut modifier l'affichage. On peut le mettre en plus gros, en giga énorme sa race. Voilà, alors ça c'est quelque chose qui est assez important, de bien organiser vos projets. Prenez l'habitude de le faire dès le début, parce que même au milieu, commencer à le faire, ça devient vraiment une galère, on est découragé. On peut faire pareil sur notre fenêtre de playlist, hein, vous voyez, je l'avais fait, BGM sample, avec des couleurs, c'est le même principe. Donc par exemple, on a tout ça, mais en fait j'ai envie d'associer quelques pistes, je me dis il y a des pistes qui vont dans des catégories. Par exemple, ici on a la musique, ici on a 2 pistes qui correspondent à quelque chose de plus mélodique, et ici on a une piste de percussion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer des pistes intermédiaires, donc ce qu'on va appeler des bus. Donc dans ces pistes bus, on va envoyer le signal de plusieurs pistes de mixage individuelles pour les rassembler en une seule. Donc je crée une première piste de bus musique, une seconde mélodique par exemple, et puis une troisième pour les percussions. Ici on a 3 pistes. Moi ce que j'aime bien faire c'est de les mettre à droite. Hop, je les dock tous. À chaque fois clic droit, dock to right. Me voilà du coup avec les 3 pistes prêtes à être utilisées comme des bus à droite. Donc je vais sélectionner la piste BGM ici. Je vais venir en bas de la piste musique, faire un clic droit sur la petite flèche ici et faire Route to this track only. Je vais envoyer le signal uniquement vers cette piste-là. Je vais faire pareil, j'arrive dans Mélodie, clic droit, je l'envoie uniquement vers la mélodique. Le pad, pareil. Et le coup de feu, je l'envoie uniquement à la percussion. Rien ne change, vous voyez. On a toujours nos pistes. On peut les éteindre. On peut tout éteindre. Mais à droite, on va se retrouver avec des pistes bus. Je prends que les percussions, que la mélodique, que la musique. Et tout ça, du coup, ça nous permet de mixer des ensembles de pistes. On va mettre un petit filtre. J'envoie tout le monde dans le même signal et puis voilà, je peux les modifier. Et du coup, assez vite, si vous développez de plus en plus votre audio, vous vous rendrez compte que ce sera de plus en plus complexe. Et ça, c'est un exemple typique de ce qui peut arriver. Et donc, de l'intérêt des bus là-dessus, c'est de pouvoir modifier plus facilement des ensembles plutôt qu'aller chercher chaque piste une par une. En faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais parlé des bus, mais que j'avais oublié de parler d'une autre fonction de ces bus, qui est celui des effets send. L'idée, c'est d'avoir une piste de mixage dans laquelle on va ajouter un effet. Là, par exemple, j'ai mis une reverb. Et l'idée, c'est d'aller envoyer le signal de notre piste vers cet effet. Donc on va aller, comme d'habitude, sur cette petite flèche-là, sauf qu'on va faire Route to this track, mais pas Only. Si j'éteins la reverb, le signal va se jouer 2 fois. Mais par contre, on va mettre l'effet et enlever complètement le signal d'entrée. Du coup, quand on va jouer, il n'y a plus que la réverbération. Ce qui nous permet d'avoir 2 pistes séparées, une pour la source et une pour l'effet. En bas, on a un petit curseur qui nous permet de régler la quantité de signal qu'on envoie. Si on n'a pas du tout, ici j'en rajoute. Et c'est chouette parce que du coup, on peut envoyer autant de pistes qu'on veut vers cet effet. Bon, voilà pour ce qui est des bus. Maintenant, on va parler d'autre chose. Des fois, on va se retrouver assez limité par ce côté où on ajoute des effets les uns après les autres. Par exemple, ça. J'ai pas envie qu'un effet traite par-dessus un effet qui traite par-dessus un effet. J'ai pas envie de cet enchaînement d'effets. Du coup, je vais vous parler d'un élément assez important qui est le patcher. Ici à gauche, c'est marqué From FL Studio. Et à droite, c'est marqué To FL Studio. Ici, c'est mon signal d'entrée. Ici, c'est mon signal de sortie. Donc c'est un système en nœud, plutôt que faire en cascade comme ici. On va maintenir le clic ici sur ce petit bouton-là, garder le clic enfoncé et rejoindre la sortie. Du coup, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a rien. On envoie direct le signal entrée-sortie. Ici, vous pouvez diminuer, il n'y a plus rien. Ou vous pouvez au contraire l'augmenter. Vous pouvez faire clic droit, vous coupez le lien, il existe toujours, mais vous ne l'entendez plus. Et clic droit pour le remettre.
Ici, vous pouvez faire clic droit sur ces petits boutons-là. Vous pouvez directement lui dire de tout déconnecter ou lui mettre directement à la sortie. Voilà. Si on peut faire un clic droit, on peut venir ajouter un plugin. On peut venir ajouter des générateurs ou des effets. Moi, je vais vous parler que des effets pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire là, par exemple, c'est on va proposer une petite reverb classique. Ici, on a notre entrée. D'ailleurs, c'est marqué en haut à gauche un main input et main output. En orange, c'est les entrées, les sorties. Ici en vert, c'est un output MIDI, mais on n'en aura pas besoin. Et l'idée, c'est de le mettre à l'intérieur de cette chaîne. On va venir le déconnecter. On prend le petit bouton, on va envoyer le signal vers l'effet, et on va lui mettre la sortie directement à la piste de mixage. Voilà, au mixage. On joue. En double-cliquant sur l'effet, on peut venir le modifier. Donc ici, notre reverb, on peut la modifier comme on en a envie, du coup. On fait une petite reverb, vite fait. Franchement, c'est super, on peut le bouger, regardez, en laissant cliquer. Mais c'est là que c'est intéressant, parce qu'on peut envoyer le signal d'entrée à plusieurs effets. Donc par exemple, je vais ajouter un delay effet studio, voilà. Hop, double-clic. Je sais pas, on met un ping-pong. On peut venir débrancher le câble, d'ailleurs, et venir le brancher à l'autre effet. Hop, comme ça. Comme ça, on peut modifier le delay, comme ça on voit ce que ça donne. On va envoyer le signal aussi sur notre reverb, du coup c'est le principe. Sauf que si on additionne ces deux signaux-là, bah en fait ça va juste le rendre plus fort. Parce qu'à travers ces deux effets, on garde le signal d'entrée. Donc on va partir du principe qu'on va garder un signal d'entrée principal, et sur les autres effets, on va l'enlever. Et c'est là où ça va être intéressant d'avoir le dry et le vet. Ce que je vais lui demander, c'est de complètement effacer le signal d'entrée. Je ne veux uniquement que le signal traité. On fait pareil pour le delay, on arrive ici. Ici, on a le vet, le dry. On désactive complètement le dry, je veux pas de signal d'entrée. On peut mettre les deux. Et ensuite, on peut mettre le signal d'entrée. Là, notre petit workflow, il fonctionne super bien. On peut traiter les effets et le son à n'importe quelle étape. J'ai envie, par exemple, de traiter ma réverbération, je vais lui mettre une égalisation paramétrique. Vous venez désactiver l'output, vous voyez, c'est marqué ambiance. Vous cliquez, ça désactive. Vous venez appliquer le signal sur l'égaliseur et vous le remettez en sortie. Voilà, plutôt une reverb très claire. Voilà, j'ai traité mon signal et je le retrouve à la fin. Et du coup, j'ai même envie d'aller plus loin et de vous montrer un petit peu plus encore. On va faire un clic droit et on va ajouter un pic controller. Depuis ce pic controller, du coup, par exemple, j'ai envie de créer un LFO. Hop, vous voyez, qui fait une petite vague, voilà. J'ai envie dans ma reverb, par exemple, de modifier cette variable-là, le vet. J'ai envie que la réverbération soit plus ou moins forte à partir de cette valeur-là. Ce que je peux faire, c'est venir faire un clic droit sur notre reverb et ajouter une valeur en input. Je vais dans les paramètres et je vais chercher dans la liste la fonction qui m'intéresse. Hop. Et ici, à gauche, on retrouve en rouge le point d'input. Même concept, clic droit sur le pic controller, output, controller. Et ici, on retrouve pareil. Tout à l'heure, quand je vous avais expliqué le link to controller, on peut venir ici chercher directement le pic ou le LFO. En l'occurrence, je vais faire le LFO. Ici, hop, je peux venir récupérer la valeur du LFO et l'envoyer dans la réverbération. Pour activer plusieurs plugins en même temps, vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur le plugin. Voilà. Et on va pouvoir venir configurer aussi. Je veux moins d'LFO, je veux un LFO moins fort. Voilà, donc j'ai essayé avec le LFO. Et maintenant, j'ai envie de le faire avec le pic. On vient lui mettre le signal d'entrée. On a le signal d'entrée, quand on joue, on récupère le signal ici. Hop, clic droit, output, je vais mettre au contrôleur, je vais mettre le pic. Hop, je lui envoie. Là par contre, je vais inverser comme tout à l'heure, sauf que le logiciel ne me propose pas de le faire. Notre but ici, c'est qu'on veut, en fait, on veut modifier le signal. Donc l'idée ici, c'est qu'on va faire un plugin, on va ajouter un Formula Controller. Et donc là, on va pouvoir lui demander de faire un calcul. Ici, on a 3 inputs. Bon, dans notre cas, on va en utiliser qu'un seul. Donc j'ajoute un input, j'ajoute un output. Je vais envoyer la valeur de mon pic controller vers le formula. Ici, quand on joue, vous voyez, le formula controller récupère l'entrée. Donc dans la formule, je vais uniquement garder le A, qui est la variable de la première valeur d'entrée. Et pour inverser, la dernière fois, on a vu que c'était 1 moins la valeur d'entrée. On compile, il nous dit que c'est OK.
Et là, tout à coup, on a inversé notre signal. On peut l'envoyer à la reverb. Et on va diminuer le volume pour que ce soit moins fort. Je pourrais également modifier ici, hein, faire moins 0,1, j'enlève 0,1 la valeur. Je peux faire un peu tout ce que je veux. Voilà pour le Formula Controller. Voilà, je vais vous présenter un autre effet qui ressemble un peu à Vocodex, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est Vocal Synth. C'est un synthétiseur vocal, comme son nom l'indique, qui se présente de cette manière-là. Donc on va lui envoyer le signal d'entrée. Ça, on connaît bien, hein, et on l'envoie. On va couper les autres, j'ai envie d'entendre juste le vocodeur. Ici, on a plusieurs presets. Vous voyez le genre de trucs qu'on peut faire. Si vous vous rappelez du vocodeur que j'avais abordé plus tôt dans la vidéo, vous vous rappelez que j'avais créé un oscillateur où j'avais composé les notes que je souhaitais envoyer au vocodeur. Je lui avais appliqué une piste de mixage que j'avais envoyée en sidechain à la piste du vocodeur. Du coup, on va faire pareil. Donc j'ai encore ici mon petit oscillateur avec les notes que j'avais appliquées pour le vocodeur. Donc on revient sur la piste de mixage. Assurez-vous sur cette même piste que vous l'avez appliqué ici sur la piste avec le patcher. Hop, l'oscillateur, vous avez fait clic droit et vous avez fait sidechain to this track pour envoyer une seconde entrée à cette piste de mixage. En output audio, on va pouvoir récupérer l'entrée principale et on va aussi pouvoir récupérer d'autres entrées, notamment celles qui nous intéressent en sidechain. Donc là, ce qu'on aurait faire, c'est de l'envoyer ici. Mais là, il n'y a qu'une entrée. Du coup, comme d'habitude, clic droit, on vient dans les inputs et on va en ajouter une nouvelle. On va lui envoyer le signal dans cette seconde entrée, sauf que lui, il sait pas trop quoi en faire. Donc on va aller dans la roue crantée, processing, et c'est ici que ça va jouer, stéréo aux in, et on lui envoie l'autre signal d'entrée. On revient sur notre vocodeur, ici on va dans auto mode, on va sélectionner le mode sidechain, accepter. On peut modifier les notes, hein. Et pareil, on peut venir dans ce vocodeur, lui ajouter du traitement. Ce qui est pratique dans cet égaliseur, c'est que si vous laissez votre souris à l'intérieur du graphique lorsque vous jouez, quelques fréquences apparaissent, et ce sont des fréquences sur lesquelles on va pouvoir venir chercher le petit point et diminuer les fréquences. En fait, c'est une aide qui nous permet de sélectionner directement les fréquences qui correspondent à des résonances. Voilà. Bon, et bien voilà qui conclut ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé, peu importe votre niveau. Surtout, n'oubliez pas de vous amuser dans ce que vous faites. Et puis voilà, à la prochaine.